Bonjour à toutes et tous, merci de votre présence. Et quelques mots aussi pour remercier toute l'équipe du musée Picasso pour cette invitation. Décidément, au musée Picasso, on ne s'ennuie jamais entre le projet Picasso Méditerranée, qui a été une fabuleuse aventure et qu'on a pu accueillir, nous, à Marseille en 2018. Et là, c'est 24 heures Picasso, ça permet continuellement de revisiter l'œuvre de cet immense artiste. Voilà, alors le propos de ma courte conférence, en fait, finalement, elle est très à propos en cette fin d'été, parce que je vais vous parler d'un été, court été 1912, mais qui a été autant dans la vie de Picasso que celle de Braque, d'une intensité assez folle, assez forte, autant sentimentalement parlant, mais surtout artistiquement parlant. Alors pourquoi je me suis intéressé plus particulièrement à ces 2 mois de l'été 1912 ? Parce que lorsque je préparais cette exposition Picasso Voyage imaginaire dans le cadre de Picasso Méditerranée, Brigitte Léal, grande spécialiste de Picasso, m'avait mis sur la piste d'un masque, un masque africain que Picasso avait acheté à Marseille. Parce que je l'avais interrogé, je lui ai demandé, mais vous pensez, quels sont les liens de Picasso avec Marseille? Parce qu'ils n'ont pas l'air non plus nombreux. Alors effectivement, ça je m'arrête de suite, il y a très peu de liens entre Picasso et Marseille, si ce n'est l'achat de ce masque, et après, Marseille sera peut-être un lieu de villégiature. En 1959, au musée Cantini, musée dont je suis aujourd'hui conservateur, une grande rétrospective avait eu lieu sous la houlette de Marielle Latour. Daniel Giraudy aussi avait organisé de très belles expositions autour de Picasso. Mais du vivant de l'artiste, finalement, Picasso, à l'inverse par exemple de Braque, ne se rendra très peu dans la cité phocéenne. Et donc du coup, de fil en aiguille, en préparant cette exposition, je me suis penché donc sur le cas de ce masque Grébeau, qu'on verra ensuite. Et cette exposition, donc, on l'a organisée à la Vieille Charité. Elle tournait autour des voyages imaginaires de l'artiste, ses inspirations, autant africaines, océaniennes, antiques également. Et je me suis fait aider aussi par Daniel Giraudy, qui est là dans la salle d'ailleurs, je la remercie à nouveau pour son aide bienveillante, et aussi par Christine Deloffre, qui est présidente de l'association, fabuleuse association Pica-Braque, qui est basée à Sorgues. Parce que finalement, peut-être que les liens de Picasso avec Marseille sont peu nombreux, mais on va voir que cet été 1912, qui s'est situé à Sorgues, a été vraiment assez extraordinaire. Voilà. Donc, avant de commencer, il faut rappeler, et comme souvent dans la vie de Picasso, l'histoire sentimentale de l'artiste. Et en fait, cet été-là commence véritablement comme un feuilleton. Picasso est en train de quitter Fernande, Olivier. C'est assez compliqué. Il se cache à ce moment-là au bateau Lavoir et il est tombé amoureux de Marcel Imbert, qu'il surnommera ensuite Eva Gouel, qu'on aperçoit donc ici sur l'une des photos qui a été prise à Sorgues. Et dès 1912, Picasso veut vraiment fuir Paris. Il dit qu'il veut rejoindre un paradis terrestre, il veut sortir de ce tumulte de la place de Clichy. Et il écrit le 10 mai à son ami Georges Braque, « Fernande a foutu le camp avec un futuriste ». Alors on sait qu'il s'agit d'Umbaldo Oppi. Et il faut savoir, on se remet dans le contexte aussi, c'est que 1912, c'est l'année où le futurisme éclate à Paris. Il y a cette fameuse exposition au Bernam Jeune qui fait scandale. Donc Fernande, qui est au courant évidemment de la relation que mène Picasso avec Eva, fout le camp avec ce futuriste. Et donc Picasso poursuit, « Je m'en vais un peu en dehors de Paris, et je te prie donc, il dit ça à Georges Braque, de garder Fricka, qui n'est autre que la chienne de Picasso, et surtout, ne dis à personne que je suis ici. » Alors ici, c'est d'abord à Céret, c'est-à-dire que Picasso, déjà, on sait qu'en 1911, avec Braque, il se rend à Céret en villégiature. Ils vont y mener d'ailleurs là-bas, près de Perpignan, de fabuleuses explorations cubistes. Et donc, avant de se rendre à Sorgues, il se rend à Céret. Sauf que Céret, finalement, n'est pas assez reculé pour notre maître espagnol et presque
paranoïa, hein, il veut absolument que personne ne lui rende visite. Et alors il va mener une correspondance assez forte, hein, avec Kahnweiler, également avec son marchand, on y reviendra. Et il écrit dès le 20 mai de Céré: « À personne ne donner mon adresse pour le moment. J'ai vraiment besoin d'être avec Marcel, je l'aime beaucoup et je l'écrirai sur mes tableaux. » Alors on le verra, il écrira non pas Marcel sur ses tableaux, mais un nom de code, même pas Eva. J'y reviendrai ensuite, mais Ma Jolie, qui n'est autre que le refrain d'une jolie chanson. Et de Céré, finalement, il continue à être assez inquiet. Et il écrit à nouveau à Kahnweiler. On arrive au 10 juin. Il paraît que les journaux de là-bas, donc là-bas c'est sous-entendu Barcelone, on écrit que j'étais ici à Céré. Et ce comte de Pichot, donc Pichot c'est le grand ami de Picasso basé à Barcelone, Ramon Pichot, son ami catalan des Quatre Gats, donc ce comte de Pichot aurait dit à quelqu'un que j'étais ici. Donc finalement pour Picasso ça se gâte. Braque lui écrit une lettre et lui l'avertit en disant « Cher ami, Germaine, Pichot et Fernande viennent à Céré. » Alors là, bon, évidemment, pour Picasso, il est traqué. Il ne peut plus rester à Céré. Et donc, il part précipitamment avec Marcel, avec Eva. Il prend un train qui l'emmène tout d'abord à Perpignan, de Perpignan ensuite à Avignon. Et d'Avignon, il va prendre ce joli petit tramway qu'on surnommait le Buffalo. C'est le tramway numéro 6 qui reliait Avignon à ce petit village de Sorgues. Alors pourquoi le train Buffalo? Ça c'est Daniel qui m'avait raconté cette jolie histoire. Parce qu'en fait ce train était doté de petits rideaux à la manière en fait des trains des westerns. Et alors en 1905, il faut savoir que le colonel Cody, donc Buffalo Bill, était venu avec toute une compagnie faire tout un roadshow en Europe, notamment en Avignon, à Marseille également. Et donc le tramway était surnommé ce fameux Buffalo. Donc il arrive à Sorgues, et là il va s'installer dans une petite villa, la villa des Clochettes, que vous apercevez ici. Il écrit encore à son marchand, toujours inquiet évidemment, et dit, et là il écrit en lettres capitales sur la lettre, « Ne donnez mon adresse à personne. » Vraiment, j'ai trouvé une maison avec un petit jardinier, et un tapissier me louera les meubles. Ce soir je vais au théâtre, voir la Dame aux Camélias avec Sarah Bernard. Ici, à Avignon, j'ai dit que je partais voir la cité de Carcassonne. Voilà. Donc, finalement, il semble maintenant un petit peu plus reculé du monde. Effectivement, autant Céré était une vraie colonie d'artistes, hein, parce qu'autour de... il y avait vraiment beaucoup d'artistes qui s'y rendaient. Braque et Picasso, je vous l'avais dit. Et il enjoint donc son ami Braque quand même de le rejoindre, parce qu'on est vraiment dans une période d'intense amitié entre les deux. Hein. On appelle ça la fameuse cordée, qui date depuis 1908. Les deux artistes sont inséparables. Et donc Braque ensuite le rejoint. Alors Braque le rejoint avec sa femme Marcel Lapré. Alors on pense que c'est pour ça aussi que Marcel Humbert devient Eva finalement, parce qu'il la surnomme Eva pour ne pas confondre les deux. Et Georges Braque, donc, lui, s'installe à côté dans une villa qu'on surnomme alors la ferme japonaise. Braque écrit aussi à Kahnweiler et lui dit bon, qu'on y passe de très joyeux moments dans cette ferme japonaise. Et il dit d'ailleurs dans une des lettres où on passe nos soirées au coin du feu. Donc on est quand même en plein mois de juillet-août. Mais peut-être que le fort Mistral, parfois, nécessitait de chauffer la maison. Alors, on raconte aussi que Picasso, dans ce moment un petit peu de villégiature, préparait l'aglio blanco, qui est une soupe froide, qui est à base d'ail, de l'amande pilée, de l'ail, mouillé un petit peu à l'eau avec du pain, arrosé d'huile d'olive et du vinaigre de Xerxès. Et encore une fois, Braque écrit à Kahnweiler et il dit donc cette soupe est succulente, mais c'est un insecticide puissant. Voilà, donc peut-être en souvenir de votre été dans le Midi, il faudra peut-être non pas allumer des insecticides, mais préparer l'aglio blanco. Alors donc là vous voyez ces photos, certaines c'est possible ont pu être prises par Picasso parce qu'il demande à son marchand, à Kahnweiler, de lui envoyer beaucoup de matériel et notamment son appareil photo.
Ça va être un moment d'intense production, on va le voir, notamment picturalement, mais aussi dans l'invention de divers procédés. Alors ces lettres, l'exposition nous a mené à consulter un petit peu toutes ces archives, et surtout la donation Léris qui a été faite au musée Picasso a permis d'analyser tout ça. Il y a une quarantaine de lettres qui datent vraiment de cet été 1912. Alors je vous en lis une qui est quand même assez éloquente de la part de Picasso, mais je me base beaucoup aussi sur ces lettres parce que c'est à partir de là qu'on a pu retracer la trace de ce fameux masque. Et le 24 mai, il écrit cette très belle lettre à Kahnweiler et il lui demande, en fait, même on va dire, il lui ordonne de lui envoyer tout son matériel et toutes ses peintures. Alors il écrit « Envoyez-moi la palette de la rue Ravignan, il faut aussi me l'envoyer, elle est sale, hein, et vous l'envelopperez avec les châssis dans du papier, et les lettres aussi, les numéros, donc sous-entendu, les lettres et numéros sont entendus des pochoirs, parce que vous allez voir, ils vont utiliser beaucoup de pochoirs à ce moment-là, et surtout les peignes, ces fameux peignes en métal pour faire du feu-bois. Alors pour les couleurs, il faut envoyer celle de la rue Ravignan, celle du boulevard de Clichy. Dans la grande armoire, il est très précis, hein, il y a des couleurs sur la table de l'atelier. Envoyez-moi les tubes de blanc que vous trouverez, du noir d'ivoire, de la terre de sienne brûlée, du vert émeraude, du vert véronèse, du bleu outre-mer, de l'ocre, de la terre d'ombre, du vermillon, du cadmium foncé et clair, ou plutôt du cadmium citron, il écrit tout ça. Hein. Et j'ai aussi du violet de cobalt, de l'ocre du Pérou. J'aime mieux avoir toutes les couleurs ici et ne me servir peut-être que du blanc, mais il faut les avoir à côté de moi. Voilà. Donc c'est assez éloquent quand même, on voit la personnalité là, vraiment de Picasso qui s'inscrit à travers cette relation épistolaire. Il écrit à nouveau « Ici il fait beau et le figuier du jardin donne des figues admirables, la lumière est belle et je peux travailler dans le jardin. J'ai déjà commencé 3 toiles, un paysage aux affiches, une arlésienne et une nature morte. » Alors on y reviendra à la fin de la présentation. Braque aussi, lui, se lance aussi dans cette activité artistique très, très intense. Braque et Picasso utilisent aussi, bon, au-delà de ces couleurs qui sont décrites dans cette lettre, beaucoup de ripolin, cette peinture industrielle qui permet de donner un aspect assez industriel au lettrage des compositions. Parce que le but, vous allez voir dans ce laboratoire cubiste, c'est ensuite de créer une sorte d'effet tactile qui fait ressortir les sujets des toiles. Alors, il y a une lettre qui nous emmène au sujet principal de la présentation, donc Marseille. Picasso écrit le 15 août, toujours à Kahnweiler, il lui dit Wilbur Braque. Alors Wilbur Braque, c'était son surnom, en référence en fait à Wilbur Wright, qui était un aviateur dont les deux artistes étaient absolument fans à cette époque. Et Wilbur Wright, Georges Braque, sonnait un petit peu pareil, donc c'était le surnom de Braque. Donc Wilbur Braque est déjà installé, il habite la ferme japonaise. Si vous seriez fumeur, dit-il à Kahnweiler, je vous conseillerais aussi les pipes de Marseille. C'est pour ça que j'ai intitulé un peu cette présentation, le masque et la pipe. On n'a pas retrouvé trace de pipes que Picasso aurait achetées à Marseille, mais il faut savoir en fait que Marseille est très connue pour sa fabrique Léon Bonnot, qui fabrique tout un ensemble de pipes avec ses têtes donc aux effigies chinoises ou africaines. Et donc au-delà en fait, de cette petite anecdote, ça permet de rappeler, on y reviendra, ce contexte très particulier pour la cité phocéenne, qui au début du siècle est vraiment un pivot vraiment dans le commerce entre l'Europe et les colonies. Et cette pipe-là que je vous ai mis donc en présentation de la fabrique Bonnot ne fait pas partie de la collection Picasso, c'est un petit clin d'œil parce qu'on s'était amusé lors de l'exposition Picasso Voyage imaginaire à faire des dialogues entre la collection des musées de Marseille. Donc là, cette pipe vient du musée d'histoire, c'est un chef-d'œuvre du musée d'histoire avec des œuvres de l'artiste. Ce qui est plus intéressant pour nous peut-être, ce sont ces petits dessins qui ont été réalisés par Picasso sur des pipes découpées, vraisemblablement peut-être pas à Sorgues, mais plutôt à son retour à Paris, parce que les deux artistes, Braque et Picasso, vraiment vont se tirer la bourre, si je puis dire, à celui qui innove le plus. Et Braque, à un moment, va profiter de l'absence de Picasso, qui doit retourner un temps court à Paris, pour aller à Avignon. Et en Avignon, il va récupérer
du faux papier peint qui imite le bois et il va l'intégrer dans ses compositions. Donc Braque devient l'un des premiers à inventer, on va dire, le papier collé, découpé sur toile, même si Picasso, dès mai 1912, donc avant cet été fabuleux à Sorgues, va réaliser le chef-d'œuvre du musée Picasso, La nature morte à la chaise cannée, premier collage de l'histoire de l'art, où là il utilise en fait vraiment un faux canage de chaise qui va coller à même la toile. Et là, on se rend compte vraiment des préoccupations des artistes à ce moment-là, en 1912, c'est vraiment d'inscrire la réalité, d'utiliser des objets trouvés et de les inscrire dans la composition. Et donc là, ces petites pipes sont réalisées, se sont en fait en vue ensuite d'être collées sur des compositions plus grandes. Mais revenons donc à ce qui nous préoccupe quand même de premier abord, c'est ce fameux masque. Et donc cette lettre qui est restée assez fameuse finalement parce qu'elle a été commentée par beaucoup d'historiens de l'art, notamment William Rubin, qui est grand spécialiste du primitivisme en art, qui a fait cette grande exposition au MoMA. Il y a eu cette très belle exposition aussi Picasso primitif au Quai Branly, qui revenait aussi sur l'achat de ce masque à Marseille. Donc cette lettre, la voici. Et Picasso dit à Kahnweiler: nous avons été passer 2 jours à Marseille. Wilbourg Braque voulait chercher une maison à l'Estac ou dans un autre endroit près de Marseille. Alors c'est important évidemment l'Estac, je n'ai pas le temps de vraiment m'apesantir là-dessus, mais bon, l'Estac et Braque, c'est crucial. C'est 2 paysages donc, de l'Estac que naîtra le cubisme, qui vont être ensuite vus par Vaucel en 1908 et par Matisse ensuite, d'où naîtra cette terminologie de petit cube qui donnera naissance au cubisme. Alors Picasso, lui, s'est sûrement rendu à l'Estac parce que dans son carnet de Sorgues, il a simplement commencé peut-être un croquis, il aurait écrit simplement « Maison à l'Estac », mais il n'a pas représenté l'Estac, à l'instar de Braque ou encore d'un Cézanne. Braque se rendra aussi à l'Estac en 1906, quand Cézanne décède, pour lui rendre hommage ensuite, et on sait ce que ça va donner dans sa carrière. Alors il poursuit dans cette lettre: nous avons acheté des nègres. Alors bon, ce terme aujourd'hui est très compliqué à employer, bon, il faut le replacer dans ce contexte. Donc il dit un masque africain donc, qui est très bien, une femme avec des grands nichons et un jeune nègre. Je vous enverrai un de ces jours des photos des nègres que j'ai achetés. Donc sous-entendu évidemment les statues africaines et masques qui sont achetés à Marseille à ce moment-là. Donc on sait, grâce à l'expo Picasso primitif, qu'il aurait acheté donc, cette figure du Mali, cette fameuse donc, femme au grand nichon, et ce masque de Côte d'Ivoire. Donc c'est un masque très caractéristique. Il en avait sûrement déjà connaissance en 1907, lorsque Picasso, dans ce qu'on appelle, bon, entre guillemets, la chasse aux nègres, en fait, qui débute dans l'atelier de Derain, où Matisse et Picasso vont découvrir un masque africain dans cet atelier, ils vont être absolument subjugués. Et là, Picasso visite le musée du Trocadéro. C'est possible qu'il ait vu ce type de masque Grébeau de Côte d'Ivoire. L'usage de ces masques est peu connu. C'est sûrement un esprit des forêts qui sont consultés lors de danses. Donc il s'agit d'un masque de danse. Il en existe très peu dans les collections publiques françaises, mais ils étaient quand même couramment vendus, notamment à Marseille, et beaucoup de chercheurs en fait sont penchés sur ce commerce, et on dit que finalement il y avait des liens très étroits entre la Côte d'Ivoire et Marseille, voire mensuels, c'est-à-dire des bateaux qui partaient mensuellement en Afrique, et vraisemblablement des marins de Côte d'Ivoire qu'on appelait alors les crewmen, ramenaient en Europe, à Marseille, des masques qu'ils vendaient ensuite sûrement sur le port, un petit peu comme ça, à la sauvette. Donc Picasso et Braque auraient pu acheter les masques africains ici. Alors après, bon, j'ai mené un peu les recherches aussi, parce qu'à Marseille, on a cette rue Edmond Rostand, où avec tous les antiquaires qui existaient déjà, ils vendaient déjà ce type de masque. Mais vraisemblablement, tous les commentateurs s'accordent à dire qu'il aurait acheté ces objets-là et masques sur le port. Alors, Marseille, comme je vous disais, c'est vraiment la plaque tournante des colonies à l'époque. Il y a une date clé aussi qui scelle ce commerce florissant, c'est 1906, est organisée à Marseille la grande exposition coloniale qui va attirer près de 2 millions de personnes, donc ce n'est pas rien pour l'époque, et notamment d'illustres artistes, dont Rodin. Vous savez, l'exposition
en ce moment. Rodin, en 1906, vient à Marseille. Il va être fasciné par les danseuses cambodgiennes. Il va en réaliser tout un ensemble de dessins assez fameux. Matisse et Derain aussi, on le sait, viennent à Marseille à cette occasion. Ils sont fascinés, eux, par les stands, c'est mon terme moderne pour dire les stands africains, où là, eux, sont marqués par les danseuses africaine. Alors peut-être que Braque aussi, qui vient à ce moment-là pour rendre hommage à Cézanne, à l'Estaque, passe par cette grande manifestation coloniale. En tout cas, Picasso, lui, non, n'ira pas. Il est à Gozol à cette époque. Tout ça pour vous dire quand même que Marseille vraiment fleurit à cette époque par le biais donc d'autant de l'industrialisation du port autonome de la Joliette que de ses commerces croissants avec les colonies. Après, ce qui va intéresser Braque ou Picasso, surtout, c'est pas tant l'ethnographie qu'il y a derrière ces masques, on le sait de ses écrits, c'est surtout en fait la forme. Et c'est vrai qu'ils ont tout ici pour rappeler le cubisme. C'est comme si les artistes africains étaient cubistes avant l'heure. C'est ça qui va vraiment fasciner Picasso. Donc on voit ce front rectangulaire, cette bouche carrée, cette forme triangulaire. Donc le visage est traité de manière absolument géométrique, avec des formes élémentaires. Et il y a ces yeux, comme ça, ces excroissances tubulaires qui vont absolument fasciner l'artiste à ce moment-là. Et c'est ça qui va vraiment le focaliser ensuite sur ses recherches futures, autant dans ses dessins que dans ses peintures, qu'on le verra ensuite dans un fameux assemblage. C'est vraiment ses yeux proéminents parce qu'il se rend compte que les artistes africains ne représentent plus la réalité, ne veulent plus l'imiter, mais vont créer même par ces agencements géométriques un renversement des volumes. Et c'est ça qui va passionner Picasso parce que c'est une manière presque d'aller vers le spectateur, ce qui a toujours été aussi l'un des objectifs premiers du cubisme. Alors, il parle de plusieurs sculptures, plusieurs masques. Vraisemblablement, il en aurait acheté au moins 2. Celui-ci aurait fait partie aussi de la collection de Picasso. On voit que dans un dessin de 1917, dans son atelier de Montrouge, avec un style là beaucoup plus délicat, un retour à l'ordre spécifique à cette époque, après son mariage avec Olga, on voit un de ces masques accrochés avec cette petite barbiche donc, qui apparaît assez caractéristique. Alors, comme je vous ai dit, ce masque va être déterminant non pas pour l'ethnographie, mais surtout pour ce qu'il permet ensuite de recréer dans l'imaginaire du spectateur. Kahnweiler et Pierre Dex parlent à ce moment-là d'une volonté chez les artistes de synthétiser l'univers qu'ils vont représenter. On appellera cette phase-là le cubisme synthétique, qui suit la phase analytique, avec une manière de déstructurer, d'abolir la perspective qui est très caractéristique. Donc on le voit notamment dans cette tête d'homme fumant la pipe, un dessin de Sorgue, et on remarque dans ce dessin cet œil proéminent en relief, sensiblement inspiré du masque Grébeau. De manière plus anecdotique, je vous ai mis donc le seul dessin, la seule représentation qu'on connaît de Picasso de Marseille, qui est dans une toute petite page d'un carnet qui doit faire à peine 4 cm sur 8, c'est tout petit, mais c'est assez saisissant parce que c'est un condensé vraiment de la ville avec écrit en bas de la composition « Souvenir de Marseille, 9 août 1912 ». Alors, Édouard Frey, qui est un spécialiste de Picasso du primitivisme, dit qu'en bas de la composition, on pourrait reconnaître la forme du masque Grébeau. Bon, je ne me pencherai pas dans le débat. William Robin arrête cette analyse en disant que bon, c'est trop abstrait pour pouvoir y déceler un masque. Toujours est-il qu'on voit quelque chose de plus marseillais, ce mot apéritif, avec des gens attablés avec leurs petites casquettes, et les lettres C-A-N, donc cette volonté comme ça d'inscrire la réalité très caractéristique des cubistes, donc la canne, sûrement la Canebière, donc on situerait la scène ici entre le Vieux-Port et la Canebière à l'heure de l'apéritif. Et en haut, évidemment, la composition est couronnée par notre vieille bonne mère, et les mâts des navires permettent aussi d'identifier le port. Alors, la vraie révolution artistique qui va apparaître suite à l'acquisition de ce masque, c'est certains dessins, comme je vous ai dit, là, on voit cette manière qu'il a de créer ce relief
proéminents comme l'œil Grébeau, mais c'est surtout donc cette guitare en carton qui ne date pas là, de la période de Sorguez, hein, mais c'est à son retour à Paris que Picasso, fort de ce séjour à Sorgues, à Marseille, des expériences de Braque aussi qui développent constamment ces papiers collés, lui va radicalement créer l'un des premiers assemblages faits de carton, de ficelle et une guitare qui est, il le confiera lui-même d'ailleurs à Kahnweiler, absolument inspiré par ce masque, avec cette caisse de résonance qui n'est plus traitée en profondeur, mais délibérément traitée en volume, en relief, à la manière des yeux du masque Grébeau. Alors, il faut savoir que cette guitare en carton est aujourd'hui l'un des chefs-d'œuvre du MoMA à New York. Il y a plusieurs versions, peut-être préparatoires, colorées d'ailleurs, qui font partie de la collection du musée Picasso, mais l'œuvre la plus aboutie, la plus radicale, aujourd'hui est à New York. On n'avait malheureusement pas pu la présenter à Marseille parce qu'elle est beaucoup trop fragile hein, pour voyager. Je crois que ça avait été compliqué aussi pour Picasso Sculpture. Mais c'est vraiment un acte radical ici qu'opère Picasso. Tout autant, on est la même année, hein, on est en 1912, il y a la nature morte à la chaise Canet, l'été à Sorgues et ce court séjour à Marseille passe et il arrive à créer cet assemblage. On est là dans des préoccupations très contemporaines hein, finalement, qui dépassent complètement la peinture, même la peinture cubiste en son ensemble. Alors, je regarde juste un petit peu l'heure parce que c'est vrai que le timing est serré. Ça va, on a un peu le temps pour parler de peinture quand même, avec des œuvres, des chefs-d'œuvre qui ont été réalisés. On revient un petit peu à Sorgues. On l'a vu au début, il écrit à Kahnweiler, il parle de ce travail, l'usage de couleurs, et il parle d'un paysage aux affiches, d'une arlésienne. Donc voici ces œuvres donc, qui sont commentées par Picasso. Le paysage aux affiches, un des rares paysages de Picasso d'ailleurs, hein, à l'inverse de Braque ou de Cézanne précédemment. Il s'intéresse peu à ce sujet, plutôt attaché à la figure humaine ou à la nature morte. Et d'ailleurs, le paysage est à la fois nature morte chez Picasso, c'est-à-dire que là on a un condensé. Alors, c'est peut-être parce que je suis chauvin, marseillais, j'y vois peut-être les Tuileries de l'Estaque, mais bon, je pense qu'il ne faut pas aller jusque-là. Mais ça rappelle quand même peut-être des cheminées, et c'est vrai que l'Estaque aussi était doté de cheminées, on le voit dans beaucoup de paysages de Braque à cette époque. Bon, n'allons pas jusque-là, en tout cas, bon, y a des petits détails très du Midi, hein, avec cette bouteille de Pernod Fils, traitée donc sûrement au ripolin. Comme je vous disais, c'est cette couleur industrielle qui permet de créer des aplats très vifs, comme un collage finalement. Alors est-ce une bouteille de pastis ou une bouteille d'absinthe? Il faut savoir qu'après 1912, du coup, le Pernod Fils arrête sa production d'absinthe, donc on ne sait pas trop là s'il s'agit de l'une des deux. Cette petite notation publicitaire cube qui apparaît dans beaucoup de compositions cubistes, qui rappelle cette aventure cubiste de manière assez humoristique aussi d'une certaine manière. Alors ça c'est un tableau maintenant qui est à Osaka au Japon. Donc tous ces tableaux d'ailleurs de Sorgues hein, maintenant sont dans les plus grandes collections au monde. Osaka, on verra aussi Bâle, des collections particulières. Là vous avez de l'Arlésienne qui date aussi qui a été peinte à Sorgues. Et là Pierre Dext la commande vraiment aussi comme l'une des œuvres qui aurait été inspirée par ce masque, avec cette manière délibérée de non plus d'imiter la figure humaine, de ne pas représenter, la peinture n'est pas là pour représenter, mais pour recréer une idée de la figure humaine. Et on retrouve cette idée de l'aperception en fait. La perception, c'est le spectateur qui va recréer en récupérant des rimes visuelles, certains détails, dans son imaginaire, va recréer la forme d'une figure humaine. Et l'Arlésienne, en fait, reprend aussi un petit peu la géométrisation du masque. Le chef-d'œuvre aussi de Sorgues, c'est cet aficionado. On sait que Picasso donc, est féru de corrida, donc il se rend, durant cet été de Sorgues, il se rend à Nîmes, il écrit à Kahnweiler « J'ai été à Nîmes, voir la course de taureaux », donc ce n'est pas vraiment une corrida,
Et quelle chose rare, l'intelligence d'un art dans un art. Il y a eu que Manzantinito, donc il aime beaucoup citer les toréadors d'ailleurs, hein, il est vraiment lui-même aficionado, Picasso. Mais malgré tout, la course a été agréable et la journée a été très belle. J'aime Nîmes, dit-il. Donc c'est ça qu'il proclame aussi dans cette œuvre, hein. On voit il écrit Nîmes comme sur un drapeau. Il écrit aussi, à ce moment-là, en juillet, Braque ne l'a pas rejoint encore à Sorgues, il lui dit « J'avais commencé la tête d'un bonhomme en aficionado, je pense qu'il peut être bien avec sa bandérie à la main, et je tâche de lui faire une gueule bien du midi. » Alors c'est vrai que la gueule du midi, par contre, a un petit peu disparu. Il s'agit surtout d'une figure un petit peu endimanchée, avec ce haut de forme. Cette moustache aussi, quelqu'un vraiment de bien apprêté qui tient donc une bandérie. Bon, la reproduction n'est pas très bonne, mais on le voit au centre de la composition. On voit les lettres M-A-N-Z en bas à droite de l'œuvre, donc qui rappellent peut-être le toréador, Manzantinito, ou peut-être plus vraisemblablement ce vin andalou, la manzanilla. Vous avez écrit en bas le torero, et on voit la forme aussi d'une guitare, sujet éminemment cubiste. Et vous voyez autant dans cette œuvre pour les moustaches, mais on le voit surtout dans le poète, que là Picasso va utiliser ce fameux peigne que lui envoie Kahnweiler, ces peignes métalliques, où il va, à même la toile, en fait, recréer la chevelure du modèle. Alors, cet été se termine fabuleusement avec une œuvre absolument extraordinaire qu'on a eu la chance de pouvoir montrer à Marseille. Et cette œuvre a eu une folle aventure, donc malheureusement on n'a pas le temps, on pourrait passer des heures sur cette œuvre, cette nature morte, guitare, bouteille de Pernod, aussi intitulée Majoli. Et donc à la fin du séjour, Picasso en fait n'a presque plus de place finalement avec ses toiles. Il vient de créer en 80 œuvres quand même, c'est énorme. Et il va à même le mur de la Villa Les Clochettes réaliser une peinture, alors non pas à fresque, hein, ce serait comme les peintres de la Renaissance, mais il va préparer avec un crépi, utiliser de l'huile, et il va peindre sur le mur de la ville. Donc c'est une composition assez abstraite, vue comme ça, une nature morte. On retrouve évidemment la bouteille de Pernod, Majoli, qui apparaît au centre de la composition, nom de code pour Eva, qui ne représente jamais finalement. Cette fameuse chanson, donc ce fameux refrain de Fraxon, Majoli ou Mon bonheur. Les lettres peut-être fin du mot bonheur aussi qui apparaît au centre de la composition. Bonheur ou peut-être du cyrillique, parce qu'on sait qu'à ce moment-là il apprenait le cyrillique, on sait que Kahnweiler est en contact avec Stückin aussi, donc peut-être aussi une volonté de parler de ce moment-là. On voit, il faudrait voir l'œuvre en vrai, mais il aurait écrit PI et un point de suspension peut-être signalant son nom, Picasso. Après, vous avez le mot NET, peut-être le slogan du bon, du bonnet, qui était un apéritif de l'époque. Donc là, on est dans une composition nature morte quasi abstraite. On retrouve la guitare, peut-être des partitions. Voilà, donc une œuvre assez extraordinaire, mais bon, Picasso va être bien embêté parce qu'il ne peut pas repartir avec. Et lui, il doit partir plus tôt que Braque, donc il laisse Braque finalement se débrouiller avec cette œuvre. Et le locataire, bon, n'est pas très inspiré à l'époque, souhaite que l'œuvre soit retirée. Parce qu'évidemment, il l'aurait conservée dans la Villa Les Clochettes, vous imaginez bien le prix de la maison aujourd'hui. Et donc Braque, fort de son expérience en peintre en bâtiment, va démonter l'œuvre, la remettre sur châssis, et l'œuvre pourra voyager. Alors ensuite, cette œuvre va être donnée par Picasso à Eugenia Errázuriz. Elle va avoir tout un parcours, en fait, tout un voyage. Le temps me manque là pour la présenter. Elle va être présentée pour la première fois au public en 1955 au Musée des Arts Décoratifs, lors d'une exposition qui rend hommage notamment à Eva. Et là, l'œuvre est quand même très endommagée. Picasso la découvre, il y a des fins, des bris, et il dit « Hélas, il ne reste plus rien de moi ». Donc l'œuvre va quand même connaître une première restauration, puis une seconde, et une seconde d'ailleurs très minutieuse, faite notamment à Bâle par Claude Tanner et Monique Veillon-Cadorin. Et l'œuvre va ressusciter ainsi,
Et elle fait partie aujourd'hui d'une fondation, la Fondation Langen, et c'est grâce donc à Daniel Giraudy et Christine Deloffre qu'on a pu la montrer ensuite à Marseille. Donc une œuvre qui quitte très peu finalement les cimaises de cette fondation, donc on était ravis de vous la montrer. Voilà, donc pour conclure finalement cet été fabuleux, Picasso fait une photo de la Villa Les Clochettes avec des œuvres qu'il vient d'achever. Je vous ai dit, il y a 80 œuvres qui ont été réalisées. Alors Picasso, lui, se rend à Paris, il déménage ensuite avec Eva. Il va s'installer au boulevard Raspail. Il dit qu'il veut un petit peu finalement se ranger avec Eva, et qu'il a quitté Fernande aussi pour être beaucoup plus tranquille, dit-il. Il s'embourgeoise un peu au boulevard Raspail. Il ne retournera pas à Sorgues. Braque, lui, il retourne en 1913. Lui, Picasso est à côté, à Céret. Et il y retourne, Braque aussi, en 1914. Et dit-on qu'il aurait rejoint Sorgues en bicyclette. Donc c'est un exploit quand même de la part de ce robuste Braque. Et là, donc, l'année 1914, finalement, scelle la destinée de ces deux hommes, de ces deux amis. C'est un été malheureux pour Picasso, parce qu'il doit dire au revoir à la gare d'Avignon à Braque et de Reims notamment, qui sont mobilisés, qui partent au front. Braque sera blessé. Et il y a surtout la maladie d'Eva. Eva qui est très malade, qui a une santé très fragile et qui décédera donc l'année suivante, en 1915. Voilà donc pour cet été 1912. Donc peut-être qu'il nous reste un peu de temps pour des questions. Voilà. Merci en tout cas pour votre attention.